va revenir sur ce premier livre, sur survivre à l'effondrement. Ouais. On a vu que c'était en gros grâce à ou à cause de tes voyages professionnels que tu as pu prendre conscience de ça. Tu te définis aujourd'hui plutôt comme collapsologue en fait quelque part. Moi, cet effondrement, en fait, on est né à peu près à la même époque, dans les années 70. J'ai l'impression que depuis le premier choc pétrolier en 73 et le deuxième en 76, cet état de crise, il est toujours présent. Et qu'on se dit que ça va s'écrouler peut-être en 78, en 80, 82, 90. Mais est-ce qu'on peut arriver... Est-ce que c'est difficile de trouver une date, en fait, quand on se penche, en fait, sur les modèles économiques, on voit, certes, qu'il y a des courbes ascendantes, mais est-ce que cette courbe ascendante, elle n'est pas capable d'aller presque jusqu'à plus l'infini et qu'on crée de la dette en créant de la dette, etc. Alors, ce que j'appelle l'effondrement économique dans mon premier bouquin, en fait, c'est pas un événement, c'est un processus. Et donc, c'est très difficile de mettre une date dessus. Alors, je me suis mouillé dans mon premier livre. J'ai dit, voilà, entre 2020 et 2025, nous entrons dans la phase où ça commence à devenir critique. Et peut-être que je me suis trompé de quelques années, c'est vrai, parce que je n'avais pas vu qui aurait pu le voir, le président Trump, qui arrête la fuite en avant guerrière des États-Unis pendant 4 ans. Et également, j'avais peut-être sous-estimé, en 2011, on en parlait très peu, de l'importance des pétroles de schiste, mais qui sont en train de se tarir eux aussi en ce moment. Parce qu'on peut croître à l'infini tant qu'il y a des ressources infinies. Mais la planète, elle n'est pas infinie. Il y a des ressources qui sont limitées. Et à ceux qui disent on a toujours réussi à croître, c'est faux. Beaucoup de civilisations, la plupart se sont effondrées parce qu'elles étaient bâties, elles étaient construites, elles étaient basées sur des ressources existantes. Par exemple, les Mayas sur le bois, sur l'agriculture et le bois. Et quand la destruction de leur environnement par la surutilisation du bois ou des sols, combinée à probablement un changement climatique ponctuel, parce que les climats, ça change sans arrêt, et il y a des catastrophes qu'on ne maîtrise pas. Napoléon, il se viande parce qu'il y a un volcan indonésien qui a fait éruption, qui crée un été humide. Quand il arrive à Waterloo, il pleut, et il ne peut pas utiliser son génie pour attaquer vite. Il doit attendre midi, et c'est trop tard. Et il perd la bataille, et puis voilà, il finit à Sainte-Hélène. Bref. Il y a 100 000 Français qui meurent dans l'histoire. Bon, c'est surtout ça qui est dommage. Comment dire, moi, ce qui m'intéressait, c'est les tendances. Donc, je parlais de la pollution, je parlais de l'écologie. On est quand même passé depuis Napoléon de 1 milliard à 8 milliards d'habitants. Ça bouffe, 8 milliards d'habitants. Et maintenant, c'est pas, ils vivent pas comme un paysan du Mali. Ils consomment du téléphone portable, ils veulent des bagnoles, et c'est légitime. Ils veulent un toit, ils veulent une école pour leurs enfants, ils veulent des vêtements plus ou moins à la mode, qui sont fabriqués, transportés, tout ça avec du pétrole. Et ce pétrole, il est clé. Alors c'est vrai que dans les années 70, on avait vu venir le truc, on s'est dit, attention, autour de 2020, ça va être difficile. Puis on a découvert il disait à partir de 2010. Puis on a découvert le pétrole de la mer du Nord, qui a donné beaucoup d'oxygène. Donc c'est vrai qu'on a parfois des nouvelles technologies. Par exemple, là en Suisse, je connais une entreprise qui fait de la géothermie profonde. Là où la géothermie industrielle va à 200 mètres sous terre, eux, ils vont à 5 km. Donc forcément, c'est une technologie qui permet d'avoir un retour sur investissement d'un point de vue de création de chaleur, d'eau chaude, de chauffage, mais aussi d'électricité, qui est absolument phénoménal par rapport à ce qu'il y a avant. Donc on doit garder espoir dans la technologie. Après, espoir pour quoi faire ? Pour continuer à bouffer et développer du Viagra et des trucs pour les chauves qui ne marchent pas ? Ou est-ce qu'on veut être pilote de Goldorak et aller découvrir les étoiles et coloniser l'espace ? Moi, j'ai ma petite préférence qui me ramène à mes rêves d'enfant. Mais si chez vous, c'est je gagne mon pognon pour avoir une très grande suite au Martinez quand il y a le festival de Cannes, bon, tant mieux pour vous, ça fera bouffer les gens qui bossent au Martinez, puis c'est très bien. Mais une société, elle a besoin de grands projets. Alors, hélas, dans l'histoire, les grands projets, c'est on va conquérir le voisin et le mettre en esclavage. Bon,
on est un peu encore adolescent comme espèce. Mais on pourrait grandir un peu et avoir des projets de... En tout cas, les gens comme nous qui sommes nés dans les années 70, des enfants des boomers, on est de la génération X, nous, on a été éduqués... Pour le coup, on était sincèrement des antiracistes, on était sincèrement des gens ouverts d'esprit sur le monde, on était sincèrement des gens qui voulaient ce qu'on appelait le développement durable à l'époque, parce qu'on pensait que on peut être dans la fraternité humaine entre les différents peuples, avec les différentes cultures, on pouvait un jour développer d'abord la paix universelle, ce qu'on a cru être tout proche en 90 quand l'Union soviétique est tombée. Sauf que les Américains, ils ont pas compris qu'eux aussi, ils devaient arrêter de faire leurs conneries, mais ils n'ont pas arrêté. Et deuxièmement, œuvrer ensemble pour peut-être stabiliser la population, mais pas de manière forcée, pas de manière méchante, mais simplement éduquer les femmes notamment, peut-être arriver à cette consommation d'énergie qui est beaucoup plus stable et qui nous permet d'avoir un bon confort de vie, d'avoir de la joie, du bonheur pour tout le monde autant que possible. Après, c'est très personnel. Et pas dans la planification économique et surtout pas la rapacité, juste parce que on est dans une planète qui n'est pas infinie, et la croissance infinie, elle va nous amener à un moment à une chute. Et c'est ça l'effondrement qui en biologie s'appelle un overshoot en anglais. En français, je pense que le terme est aussi effondrement. Mais clairement, on y arrive à ça. Et est-ce qu'on y arrive dans 10 ans? Est-ce qu'on arrive dans 50 ans? Moi, de toute façon, ce que j'ai écrit, c'est que l'effondrement, il ne démarre pas le jour où il n'y a plus de pétrole. Il démarre bien avant. Est-ce qu'on n'y est pas déjà quelque part? Et pour moi, on y est déjà. C'est pour ça que je parle, ce n'est pas un événement, c'est un processus. Et ce processus, c'est quand, par exemple, on se rend compte que le pétrole est important et qu'on va lancer des guerres impériales, donc ça c'est déjà en 2003, pour essayer de mettre la main, et le plan américain de cette époque, c'était pas juste l'Irak. On a eu par exemple, le général Clark l'avait dit, on avait 7 pays qu'on voulait envahir. C'était l'Irak, la Syrie, la Libye, il y avait l'Afghanistan, et ensuite l'Iran. Il y avait toute une série de pays qui voulaient contrôler, envahir, mettre en place, dépecer, donner les concessions de l'exploitation de pétrole à leurs entreprises. Donc ils ont échoué pour l'instant, et je pense que c'est trop tard, parce qu'ils n'ont plus la force militaire qu'ils avaient à cette époque. Aujourd'hui, les États-Unis sont en déclin et en décadence telle que même le système militaire est en train de s'effondrer. Et ça, je l'avais vu, c'est écrit dans mon livre. Je disais, les États-Unis vont partir en vrille, vont se planter. Bientôt, le dollar va partir en hyperinflation. Là, on le voit déjà, l'inflation. Je lisais la semaine dernière un article d'un mathématicien qui s'est amusé à prendre les chiffres de l'inflation d'aujourd'hui, mais de les calculer, qui sont de 3 ou 4%, et de les calculer avec la même méthode qui était utilisée en 1973-14, quand il y avait la crise, le choc pétrolier de cette époque-là, avec une forte inflation. Et bien en fait, on arrive à une inflation supérieure à celle de cette époque, qui est à peu près de 25% aux États-Unis aujourd'hui, peut-être 23% dans la zone euro. C'est gigantesque. C'est pas de l'hyperinflation, techniquement, mais on le sent tous quand on va faire nos courses, que ça a sacrément augmenté, le caddie. Le caddie du samedi, pour ceux qui font le samedi, moi je ne fais pas le samedi, mais moi j'ai mon potager. Mais c'est vrai que quand on va faire des courses, c'est cher. Quand on prend l'avion, c'est de plus en plus cher. Quand on prend là, j'ai une fille qui va en Australie pour une année d'études. J'ai dû prendre le billet d'aller, là où il y a quelques années, c'était 1 000 €, aller en Australie. C'est quand même assez cher, c'est loin. Pour moi, je trouve que c'est incroyablement pas cher, parce que c'est quand même la moitié du monde, c'est 20 000 km. Mais là, c'est 2 000 €, et rien qu'une valise, c'est 800 balles. Parce qu'il faut bien qu'elle ait une valise à pour une année. À 2000 balles le voyage, quoi. Ouais, 2000 balles le voyage. Alors, la question, c'est pas est-ce que c'est cher, c'est pas cher. Je pense que c'est pas cher. Parce qu'il fut un temps où on allait en bateau, ça prenait 3 mois, c'était le voyage d'une vie. On n'y allait pas, même. Et c'était le voyage d'une vie. Et c'était moi, le voyage d'une vie. Les ancêtres dans ma famille, ils ont quitté l'Italie très pauvre pour aller aux États-Unis. Ils partaient, et c'était le seul et unique voyage de leur vie, et ils revenaient jamais. Et ils savaient qu'ils n'allaient plus jamais revenir. Ils sont partis en 1910, 1920, il y a eu plusieurs vagues, et c'était au revoir et on se verra plus jamais. Donc, il faut garder une certaine mesure, une certaine comparaison possible, mais voilà. Et donc ces ressources, elles vont, voilà, cet effondrement, on le voit. On a un effondrement de la culture, on a un effondrement de l'éducation, on a un effondrement des élites qui sont de plus en plus incapables, incompétentes. Parfois, on n'arrive pas à se dire non mais c'est pas possible, c'est un complot, parce qu'ils font exprès d'être aussi mauvais, parce que personne ferait un truc aussi con.
Moi, je crois que c'est le résultat de décennies de gens sans culture, habitués à dire oui pour la carrière et à obéir et à être manipulés. Et en fait, à la fin, on n'a que des exécutants qui sont mauvais. Moi, je l'ai vu dans les entreprises. Tous les gens qui exécutent en disant oui, monsieur, ils ne sont pas bons. Parce que par définition, c'est des larbins. Est-ce que c'était ceux qui, dans nos classes de seconde ou de première, voire terminale, c'était ceux qui étaient au premier rang. C'est un peu vrai, ça. Qui avaient eu une bonne éducation de papa-maman, puis le jour où ils ont eu leur diplôme, le 1, le 2, le 3, ils ont cru qu'ils étaient calife à la place du calife. Maintenant, ils se mettent en réunion tous ensemble. C'est des gens gentils, pas méchants, mais ils font que des compromis. Oui. Mais on n'est pas efficace quand on fait ça. En tout cas, mais est-ce que tu penses, excuse-moi Pierrot, mais est-ce que tu penses que c'est possible aujourd'hui d'arriver à prendre des solutions qui s'imposent et des solutions qui sont un peu radicales, qui vont faire en sorte que nous allons sortir de nos zones de confort? Est-ce que tu penses que dans nos sociétés occidentales, on est capable de sortir de nos zones de confort? Je pense que non, et on va le subir de manière massive, et c'est bien pour ça que je ne suis pas collapsologue, mais survivaliste. C'est une légère nuance. Je croyais que c'était l'inverse. Non, mais je plaisante souvent en disant, voilà, quand on dit survivaliste, il y a une connotation arme à feu, violence, et donc on a l'étiquette tout de suite extrême droite, voire pire. Oui, j'ai même vu que tu étais... Bon, alors moi, ça va, ils ont réussi à garder leurs limites, mais si, on t'a quand même traité de suprémaciste blanc, ou des trucs comme ça, non? Ouais, ça, c'est possible. Oui, bien sûr. Mais ils n'ont pas dit nazi, ça va, c'est déjà pas mal. Ouais. Bon. Mais ces gens-là, t'as jamais rencontré? D'une part... Et ça compte vrai. Et en présentiel, ils ne diraient pas la même chose en plus. Ils n'oseraient pas le dire. Mais c'est marrant. Internet, c'est comme ça. Hein, c'est ce qu'on a dit. Hein. Internet, c'est John Metcalfe qui disait ça. Il disait le problème d'Internet, c'est qu'on a fait du village global. On a rempli le village global d'idiots du village. Mais en tout cas, peu m'importe. Moi, je bosse pas pour. Je suis pas là pour plaire. Je m'en fous. Mais cette capacité à inverser les choses alors en théorie c'est toujours possible avec les sacrifices nécessaires, avec les décisions qui s'imposent, mais personne ne va les faire. Imagine parce que déjà on est dans un processus démocratique, avec une façade démocratique, mais celui qui se présente et qui dit voilà il faudrait faire ceci, cela, on le voit que déjà pour des sujets très faciles, ils arrivent à peine à 5% des voix. Donc dès qu'on commence à arriver sur l'immigration, l'économie profonde, la dette, ça c'est le sujet... tabou. Plus que tabou, parce que il y a de l'argent en jeu, si je puis dire. La France est à 2 fois son PIB d'endettement. Donc ça veut dire qu'elle est ruinée. Donc soit ils font faillite, puis on remet tout à plat, et ce qu'ils feront jamais, soit ils viendront vous voler les sous, et les biens immobiliers, et tout ce que vous possédez, sauf que ça marche pas non plus. On l'a vu en Union soviétique, quand le socialisme se met en place, les gens ils arrêtent de bosser. Ils s'en foutent. Je dis, la maison n'est plus à moi, ok. Je bosse pas, ou alors je bosse au black, c'est quoi l'objectif? ou je me révolte. Mais ça ne fonctionne pas, c'est pas un système économique qui marche. Donc il n'y a pas de solution pratique. Mais même avant d'en arriver là, il n'y a pas de volonté. Parce que d'une part, l'immense majorité de la population n'a pas le recul nécessaire, n'a pas l'éducation. Ce n'est pas une critique d'éducation en elle-même, c'est qu'elle n'a pas la capacité de prendre de la hauteur et de voir ces tendances lourdes. C'est un peu le travail que moi et tant d'autres, je ne suis pas le seul à... Justement, les collapsologues font ce travail aussi, ils sont arrivés un peu plus tard que moi, mais moi aussi je suis arrivé bien plus tard que ceux du Club de Rome et d'autres, qui tracent ces tendances et qui disent, voilà, fondamentalement on va s'effondrer. Et les solutions, elles seraient des solutions de décroissance, mais encore une fois, qui impose une décroissance? Parce qu'une décroissance ne peut pas s'imposer, les désirs humains sont illimités. Donc on ne peut pas avoir un État qui vient et qui dit, maintenant, d'ailleurs c'est ce qu'ils vont probablement faire, maintenant tu arrêtes de bouffer de la viande hachée, parce qu'avant c'est du steak, maintenant c'est de la viande hachée, maintenant ça va être des insectes. Mais non, les gens ils vont refuser, ou alors ils vont le faire sous la contrainte, mais il y a de la frustration dans la contrainte. En fait, ce qu'il faut, c'est le faire volontairement. Et volontairement parce qu'il y a une bonne raison de le faire. C'est parce qu'on préfère vivre
avec de l'air pur, dans un environnement qui n'est pas pollué, avec des valeurs de vie qui sont autres. Mais ces valeurs de vie, on doit les découvrir par nous-mêmes. Ça ne peut pas être un État qui nous les dit. Surtout pas quand l'État vit grassement dans des palaces, avec des monstres, des budgets pharaoniques de dépenses. C'est des escrocs. Ils dépensent tellement d'argent pour eux. Et en fait, on ne peut plus les croire pour rien. Donc, ça ne viendra pas d'eux. Alors quoi, faire la révolution? Mais qui? Les retraités, ils sont vieux. Les jeunes, ils ont piscine ou PlayStation. Donc il n'y aura pas de révolution. Ça me fait rire en ce moment où votre président vous dit en France, peut-être qu'il faudra aller se battre en Ukraine. Mais qui va aller se battre en Ukraine? Entre les mecs qui sont obèses, les mecs qui sont sur leurs ordinateurs et ceux qui ne comprennent même pas ce que c'est. Mais il n'y aura personne qui va y aller. Ils vont envoyer 4 légionnaires qui vont se faire massacrer en 2 jours. Puis c'est fini. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de nous faire croire? Alors oui, peut-être qu'il y a de la corruption pour des contrats d'armement. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent qui ne sera pas perdu pour tout le monde. Mais c'est fini. Donc, ça va s'effondrer. Et malheureusement, alors c'est un pari négatif que je fais, parce que je ne le souhaite pas, mais je pense que c'est inévitable. Je pense que ça va se viander, ça va être dur, et ça va être dans la souffrance. Et mes livres nous apprennent à nous préparer à ces moments difficiles. Parce que plus on est préparé, moins la souffrance sera rapide et intense. On va pouvoir amortir un peu le choc. Est-ce que cet effondrement-là, selon comme tu le vois, va être radical en l'espace de quelques semaines suite à un écroulement du système financier, par exemple, ou une catastrophe écologique de grande ampleur, ou, comme on le disait au tout début, c'est quelque chose de progressif, une piqûre, si tu veux, chaque jour qui fait que ça... Et à la fin, on ne s'en rend même pas compte. Est-ce que c'est l'un ou l'autre, selon toi? Et lequel des deux serait le mieux, en définitive, pour qu'il y ait... Alors, je commence par la deuxième question. Le mieux est difficile à dire parce que parfois, le choc brutal, c'est comme bien, dans la vie. Hein. C'est bien aussi. Le choc brutal, par exemple, ça fait réagir, celui qui bouffe trop comme moi ou celui qui fume trop, quand il chope un AVC ou une alerte au cancer, le choc brutal peut-être lui dit « Oui, monsieur le docteur, d'accord, j'arrête de bouffer comme un porc et j'arrête de fumer comme une cheminée. » Ok. Et peut-être qu'il gagne, et peut-être qu'il vivra son espérance de vie normale malgré cette alerte d'une petite crise cardiaque ou d'un premier cancer qui est vite réglé. Mais celui qui a rien et qui ensuite dit trop tard, hein, votre cancer est généralisé, mais c'est venu comme ça petit à petit, ou tu vis très mal les 20-30 dernières années de ta vie parce que tu es trop lourd, parce que tu bouffes trop. Moi, c'est le danger qui me pend. Et moi, je suis toujours à faire gaffe, yo-yo, plus 20 kilos, moins 20 kilos, plus 20 kilos. C'est terrible. Je suis gourmand. C'est faute à ma mère. Non, c'est moi qui n'ai pas la volonté d'arrêter la gourmandise. Donc, ça va par période. Donc, vous voyez, je suis capable de m'auto-inclure dans le diagnostic dangereux. Oui, bien sûr. Et donc, parfois, le choc est mieux que la mort douce. Maintenant, ce qui importe, ce n'est pas tellement... Moi, je ne fais pas des prédictions au sens d'un prophète ou quelqu'un qui dit « Attention, à telle date, vous allez tous mourir ». Non, tu alertes un peu. J'essaye d'alerter, mais je propose aussi un modèle. À la fois un modèle d'analyse, surtout un modèle de qu'est-ce qu'on peut faire. À terme, parce que collectivement, je crois que c'est foutu, mais à terme individuel ou en petits groupes, c'est jouable. Et un nombre de petits groupes ensemble, ça fait un modèle d'ensemble, ça fait une société. Cela dit, le modèle que je propose dans l'analyse, c'est de travailler sur des tendances. Et ces tendances, avec éventuellement des chocs extérieurs qui arrivent, par exemple, la guerre en Ukraine était largement prévisible. J'en parlais en 2011. Une guerre entre Israël et l'Iran, c'est possible. Après, c'est une question de probabilité. La guerre entre la Chine et les États-Unis, je ne l'ai pas vu venir. Faut plutôt plus tard, pas maintenant. Ah bah si il y a lieu, ça sera chaud. Ah ouais, là on n'a plus rien parce que c'est eux qui fabriquent tout. Donc je sais pas comment. Enfin, il faut être con pour faire la guerre à son usine, quoi. Donc usine qui a plus besoin de nous bientôt. Donc ça. Après voilà, on retombe sur les mecs qui gèrent les pays, donc les États-Unis. D'abord, ce serait bien d'essayer de comprendre qui gère les États-Unis. C'est pas clair, même c'est pas clair du tout. Mais est-ce que ces gens sont rationnels ou est-ce qu'ils ont des intérêts? Bon, déjà, c'est leurs intérêts, mais est-ce que leurs intérêts sont rationnels? Parce que des gens fous, ça existe. Hein. Et des gens qui sont tellement dans une bulle, dans un cocon, dans un truc protégé, qui ne se rendent même plus compte. Quand on voit, par exemple, je fais une petite parenthèse, puis je reviens sur les scénarios et les probabilités. Mais ces derniers mois, on a beaucoup
parler dans les médias de ces gens qui se sont fabriqués des bunkers au cas où ce serait la fin du monde. Alors c'est une démarche que j'ai analysée déjà à l'époque, entre 2005 et 2010. Je me suis dit, mais est-ce que le bunker c'est un truc? Puis en fait c'est débile. Mais c'est un peu une assurance pour des gens très riches qui se disent, mais il faut très 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 riches, qui se disent, je vais m'acheter une île, je vais m'installer dessus, je vais installer un bunker, à l'intérieur j'aurai de la bouffe, de quoi tenir, des DVD pour regarder la télé, enfin je sais pas, des trucs... ils ont leur priorité. Moi, c'est pas ma priorité numéro 1. Mais en tout cas, si vraiment il devait y avoir une crise très lourde, et qu'ils devaient aller... Alors déjà, il faut qu'ils puissent y aller. Donc est-ce qu'ils ont un pilote d'avion qui les amène, alors que peut-être que lui aussi se rend compte qu'il y a une crise, et il a peut-être envie d'aller rejoindre sa famille? Est-ce qu'ils peuvent y aller? Quand même, ils peuvent y aller. Ils savent faire quoi? Ils sont combien? Le Zuckerberg ou machin de Facebook. Il arrive avec sa femme, ses gosses, puis quoi? Ok, il reste 3 mois sous terre, ou peut-être 3 ans sous terre, avec ses domestiques, je suppose, avec des gardes du corps. Alors déjà, les gardes du corps, ils vont prendre le contrôle du truc. Donc moi, j'ai des clients, parce qu'ils me demandent du conseil parfois, et j'ai des gens très fortunés qui me disent « Qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir ?» etc. Et parfois, leur stratégie, elle est tellement dans cette optique-là, je suis tellement riche, et j'ai des gardes du corps qui s'occupent de moi, enfin, qui me protègent. Et je lui dis, mais tes gardes du corps, tu les aimes bien? Ouais. Je lui dis, je les connais pas trop. Bah, tu devrais, parce que tu as une fille. Donc, tu files ta fille à c'est qui parmi tes gardes du corps, qui c'est qui va épouser ta fille? Et il comprend pas, et je comprends pas. Bah oui, parce que si c'est vraiment une crise, ils vont te flinguer. Donc, fourgue-leur une de tes filles pour qu'ils te flinguent pas. Et là, ils sont un peu choqués. Je dis, mais oui, dans ta stratégie, t'as pas compris. Quand on est dépendant des gens pour sa sécurité, ça veut dire que c'est eux qui vont prendre le contrôle de tout ce que tu as. Et ça, c'est s'ils sont sympas. Donc... Sinon, on la viole. Non, mais je ferme la parenthèse, mais c'est... c'est un scénario mais possible. ça, voilà. Et donc, ce que j'essaie d'illustrer, c'est que des gens très riches, ou des gens très puissants, qui sont dans un cocon, s'imaginent que l'argent, parce qu'ils ont été habitués, je connais ce milieu-là... Mais que le cocon est perpétuel, quelque part. Et non, en fait, non, pas du tout. Et ils peuvent calquer ce cocon dans un bunker pour tenir un certain temps, puis ensuite ressortir en disant « Oh, bah, maintenant tout va bien ». Alors d'abord, tout va... Alors, si tu as dû aller dans un bunker pendant 3 mois ou 3 ans parce qu'il y a eu un bordel... La vache, quand tu vas ressortir, quand ça va être chaud. C'est rock'n'roll. Hein. Ouais, là, c'est Mad Max. Maintenant, pour revenir au scénario, moi, je ne crois pas qu'on va avoir des scénarios Mad Max. Alors, bien sûr, on a toujours l'hypothèse improbable et catastrophique de, je sais pas, la météorite qui tombe sur Terre, le désastre total qui nous amène à des scénarios du type La Route, de ce film tiré de l'excellent livre de McCarthy ou McCormack, je me souviens jamais, et celui qui a fait Méridien de sang, c'est bref, et où tout d'un coup la population elle est réduite de 99,9%. Ça n'existe pas. Enfin, c'est pas impossible. Mais le scénario est tellement... la probabilité est tellement infime. Ce qui est beaucoup plus possible, c'est, comme vous l'avez dit, un effondrement lent, où les choses vont de plus en plus mal, les prix sont de plus en plus chers, les gens tirent de plus en plus la langue, il y a de plus en plus de troubles, l'État est de moins en moins capable de protéger la population, il est de moins en moins capable d'assurer la prospérité à une partie de la population de plus en plus grande, qui s'appauvrit, qui ne peut plus se loger, qui commence à crever la dalle petit à petit, et tout commence à partir en sucette, les trains ont des pannes, il n'y a plus de pièces détachées, les médicaments commencent à manquer dans les pharmacies, ça a déjà commencé. La fréquence des pénuries d'essence, de produits divers augmente. Depuis le Covid, on a régulièrement des rayons vides dans les supermarchés, encore aujourd'hui. Je le vois en France, y compris en Suisse, etc. Alors un coup c'est les pâtes, un coup c'est le riz, un coup c'est les conserves, un coup c'est autre chose. Mais ça n'existait pas avant. Donc en fait, on sent qu'on est dans une période de fluctuation, de variation, où on teste les limites du système. Et à un moment, alors ça il y a des gens qui disent ça va continuer de plus en plus mal, et les gens vont s'habituer au fait que ça va mal, et ça devient leur nouveau normal. Et c'est un peu ce qu'on peut observer en anthropologie dans les civilisations qui déboisent. Par exemple, l'île de Pâques est un exemple d'école où, sur plusieurs générations, ils ont commencé à déboiser l'île pour fabriquer ces grandes statues, les moai. Et à force de les... Et en fait, la génération suivante, elle n'a jamais connu l'île avec plein de forêts. Elle a connu une île avec peu de forêts.
Et la génération encore d'après, elle a toujours connu une île avec pas de forêt. Et donc, ils ne se posent pas la question en disant mais on a détruit l'environnement. Pour eux, ils ont toujours été comme ça. Sauf qu'ils sont 10 fois moins parce qu'il n'y a plus de forêt, donc il y a du vent, donc ils n'arrivent plus à cultiver et ils crèvent la dalle. Et en 3-4 générations, ils ne se rendent pas compte. Donc ça, c'est un effondrement lent, progressif, où on s'habitue à voilà, un plein d'essence, c'est le SMIC. Qu'est-ce que tu fais ? Tu bosses au noir, tu vis au noir, l'État perd le contrôle, ils ont beau mettre des caméras de surveillance partout, mais il n'y a pas d'électricité, donc elles n'enregistrent rien, donc il y a de plus en plus de trucs, il n'y a plus d'éclairage, 3 fois par semaine, il n'y a plus d'éclairage, donc au bout d'un moment, la criminalité elle augmente, et ça devient le chaos, et on régresse petit à petit. Il y a des poches qui fonctionnent bien, parce qu'il y a une région qui a une centrale nucléaire qui marche, avec des mecs solides qui tiennent la sécurité, etc., mais est-ce qu'elle est capable d'être autonome ? Non, il lui manque certains trucs. Alors elle doit dealer avec une autre région. Donc au bout d'un moment, on organise des convois. Alors ça commence à ressembler à Mad Max. On dit, il faut aller en Belgique, aller dans les usines de, je sais pas qui, pour choper les pièces de rechange dont on a besoin. Donc on fait un convoi parce que ces pièces de rechange sont chères. Donc il faut contourner Paris qui est à feu et à sang parce que le calife du 9-3, il veut taxer tout le trafic qui passe entre la Belgique et la France, et entre la Bretagne, je sais pas. Et donc on peut imaginer plein de scénarios où ça descend progressivement. Donc si vous êtes dans un endroit protégé, ça va. Mais si vous êtes dans un endroit qui est morcelé, qui est chaotique, etc., qui est très appauvri, on peut avoir des zones de tiers-monde. Ça commence déjà largement en Europe. Moi, vous faites un tour à Genova en Italie ou dans certains quartiers de Paris, ça n'a plus rien à envier à des mauvais quartiers de Nairobi ou de Lagos. Si ce n'est la taille, évidemment, ce n'est pas encore aussi vaste. Mais voilà, donc on a ce genre de possibilités, mais arrive un moment où il y a des seuils. Ça, c'est ma thèse. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des craquements trop forts, et là, on bascule, on tombe d'un coup à un autre niveau. Alors où ? C'est difficile à dire, parce qu'on peut se récupérer. Mais par exemple, pendant le Covid, on a arrêté quand même l'économie ou une grosse partie de l'économie pendant 2 mois, premier confinement. On a frôlé les ruptures de chaînes d'approvisionnement pour les pièces détachées des voitures, pour plein de choses. Et c'est reparti un petit peu, mais c'est reparti avec beaucoup de peine. Beaucoup de PME le savent. Mais pour des choses aussi anodines que la peinture pour faire le travail, pour la visserie, le bois, etc. Tout d'un coup, il y avait des pénuries parce que pendant 3 mois, le flux ininterrompu et juste à temps, comme on dit just in time en anglais, se relance, quoi, ne fonctionnait plus. Et donc, le relancer était très compliqué parce qu'une économie croît de manière organique, mais s'il y a une chute brutale, c'est comme redémarrer après une guerre. Par exemple, dans la Deuxième Guerre mondiale, en Allemagne, en 1940, l'hiver 1945-46, qui est officiellement après la guerre, donc c'est fini, mais il y a 1 million de morts, de froid et de faim. Parce qu'en fait, il n'y a plus rien qui marche. Le pays est bombardé, il est occupé par les soviétiques d'un côté et par les alliés de l'autre. Ils ont de la peine à ravitailler. À l'époque, c'était 80 millions d'Allemands, enfin, moins les morts de la guerre, soit 70 millions d'Allemands. Il y avait plus les réfugiés qui sont venus d'ailleurs, mais admettons 80 millions. Il faut ravitailler 80 millions d'Allemands dans une économie, dans une guerre qui se termine en mai, où peu de gens ont fait les récoltes en juillet-août. Et donc ils bouffent quoi, les Allemands, en novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, 46 ? 1 million de morts. Bon, c'est pas dans le livre d'histoire, mais en plus des morts de la guerre précédente. Donc c'est très, très compliqué de relancer une économie. Alors déjà, d'un point de vue physique, il faut des tracteurs, des carburants, des semences, de l'énergie, c'est un sacré bordel. Et ensuite, pour qu'on puisse faire des transactions, il faut la transaction financière. Et donc c'est ce que le ministre des Finances allemand, de concert avec les pouvoirs d'occupation alliés, a mis en place ce qu'ils appelaient l'année zéro. Je crois que c'est le 1er janvier 1947, sauf erreur, où ils ont créé le Deutschmark, parce qu'avant ils étaient avec soit du Reichsmark qui valait rien, soit des bons d'occupation, des tickets de rationnement, etc. Mais c'est difficile de faire des transactions avec des tickets de rationnement. Quand on construit, quand on a une industrie, quand on a on sort 400 tonnes de patates, tu les vends à qui ? Et comment ? Comment ils te les payent ?
Ils te les payent en métal qu'il faut ensuite faire recycler. Enfin, compliqué, toutes ces histoires. Donc, ils ont sorti un nouveau le Deutsche Mark, et à l'époque, c'était 100 Deutsche Mark par personne, plus 100 Deutsche Mark par employé aux entreprises. Et l'ancien Deutsche Mark était fini. Elle avait plus court, du jour au lendemain. Donc, en fait, ils ont, de manière très autoritaire et très rapide, ils ont recommencé, mais dans une situation de catastrophe. Mais on peut imaginer une catastrophe pire, c'est-à-dire la même situation dans un pays ravagé, sans l'occupation d'une puissance étrangère, soviétique ou américano-anglo-française, qui n'apporte aucune sécurité. Oui, qui ne peut pas faire le lien. Donc c'est super compliqué. Donc on doit faire très attention, parce qu'aujourd'hui, personne ne viendra nous occuper et nous aider. Je ne vois pas les Chinois venir nous aider. Hein. Je pense que... Ils vont nous laisser nous dépatouiller avec nos porteurs de flammes LGBT et autres. Ils vont dire faites ce que vous voulez, mais assumez les conséquences. C'est pas lié, hein, c'est pas à cause des LGBT qu'on se viande, hein, ça n'a rien à voir. Mais du point de vue du reste du monde, je connais un peu l'Afrique, ils nous regardent d'un drôle d'air en ce moment. Et voilà, et donc il peut y avoir des ruptures. Et ces ruptures, elles peuvent être très brutales, elles peuvent être rapides. Alors, il y en a qui, voilà, comme j'ai dit, il y a des mini-écoles de pensée qui pensent que ça peut casser vite, suite à un effondrement lent. D'autres disent que l'effondrement lent peut durer très longtemps. On a des exemples des deux cas en histoire, mais en général, il y a un moment où ça bascule. Et ça peut basculer aussi par la révolte de la population. Ça, c'est le scénario qui... Par exemple, il y avait des scénarios de guerre civile, je pense, il y a une dizaine d'années, qui étaient possibles, qui étaient même assez probables. Et je pense que la guerre civile disparaît. Le scénario de la guerre civile est fini. Il n'y a plus suffisamment de gens qui sont énervés avec leurs voisins. Je pense qu'on a tous compris que ceux qui nous emmerdent, c'est les mecs en haut, c'est pas le voisin. Même, c'est pas machin qui raquette les gens au fond de la rue, c'est une nuisance, mais c'est pas lui qui nous a mis dans la panade. Donc, peut-être qu'on s'occupera de machin qui vend les barrettes de shit en bas de la rue et qui nous emmerde. Mais c'est pas lui le problème, fondamentalement. Le problème, il est ailleurs. Donc finalement, qu'on va aller parler au père de machin qui vend les barrettes de shit dans la rue en disant, bon, comment on gère le quartier mieux ? Parce que là, il n'y a plus rien. Il n'y a même plus d'argent pour acheter les barrettes de shit. Comment on fait ? Et donc, en fait, on rentre dans le scénario de la révolte. Et c'est bien pour ça que les États en Occident, ils sont dans une fuite en avant carrément totalitaire, carrément autoritaire, policière, sauf qu'ils n'ont plus les moyens. Alors oui, mettre des caméras de surveillance partout, on est traqué dans nos téléphones pour tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, ils nous censurent de plus en plus, ils shadowbannent cette vidéo, c'est certain, etc. Mais le mal est fait, c'est trop tard. On a compris qu'ils n'ont pas nos intérêts, la plupart des gens commencent à le comprendre. Et là, on a un risque de révolte. La révolte peut prendre plusieurs formes, hein. Ce n'est pas obligé que ce soit violent, il ne faut pas entendre ça forcément de cette manière-là. Ça peut être des révoltes de comportement, de ce que je sens venir, c'est j'en ai plus rien à foutre, je laisse tomber, j'arrête de bosser, j'arrête de payer mes impôts, j'arrête de participer au système. Vous avez toujours l'équivalent du salaire, du truc minimum qu'on donne aux gens, file-le, mais j'arrête. Et là, l'économie, elle s'en prend encore un coup. Hein, et on sent ça parce qu'en fait, lorsqu'on sonde les gens qui travaillent, on a quand même une bonne moitié, donc c'est à peu près, je ne sais plus si c'est 48 ou 51%, il y avait un économiste qui s'appelait Graber qui avait fait des études là-dessus. C'est un anglophone, donc il parlait des bullshit jobs, c'est-à-dire les boulots de merde. Les gens disent, je bosse, mais en fait, ça ne sert à rien. Et 50% des gens pensent qu'ils font un bullshit job, pensent qu'ils font un job qui ne sert à rien, et que s'ils devaient s'arrêter demain, ça ne changerait rien. Donc en fait, ils sont très démotivés, parce qu'on a tous envie de participer à quelque chose de plus grand que nous. Et la plupart des gens qui font un métier manuel le savent, ils se rendent compte que voilà, si tu dois refaire un appartement, faire un mur, après tu as un mur, ou tu as refait ton appartement, tu as vu que ton travail a fait une différence. Mais pour beaucoup de gens qui sont dans le tertiaire, qui font de la comptabilité, je dis pas que c'est pas utile, hein, moi je trouve que c'est très utile, mais ils ont plus ce sentiment de participer à quelque chose de grand, parce que leur comptabilité, leur tableur Excel, leur marketing, comme j'ai pu le faire, etc., à la fin, ouais, t'as un salaire, mais ta société, elle a fait des résultats, mais... Donc petit à petit, on démissionne, mentalement... Est-ce que tu penses que c'est parce qu'on n'est plus lié avec des choses concrètes et que la satisfaction du devoir accompli concret n'est plus présente ?
Parce que quand tu fais quelque chose, tu le vois, tu le touches. Oui. Donc tu mets en exergue en fait un de nos cinq sens. C'est présent. Mais quand tu es dans le tertiaire, même en faisant des vidéos comme ça, c'est un truc, c'est du vent. Alors, il y a cet aspect-là, mais en plus, l'aspect où tu te dis, mais ça sert à rien. Parce que même dans les vidéos, tu peux dire, j'éduque, ou j'aveille, ou sur les 100 000... c'est paquet, quand même. Les 100 000 millions de gens qui auront vu cette vidéo... non, tu exagères. 3 vont acheter mon bouquin, et mes bouquins, et 4 vont agir. Alors 2 likes. Peut-être, ou voilà. Donc c'est vrai que ça, Mais est-ce que c'est vraiment... toutes les civilisations ont besoin de ça. Et Pierrot, est-ce que c'est vraiment ça la modernité? D'ailleurs, c'est quoi ta définition de la modernité aujourd'hui? Est-ce que c'est pas un monde qui est, je dirais, au milieu des 30 glorieuses, où ça suffisait, où la technologie était suffisante par rapport à nos besoins? Il y a clairement trop de confort fait du mal. Plein de gens l'ont dit, c'est pas original. Mais il y a dans une civilisation croissante un besoin de liens plus grands que nous. Ce lien peut être pas terrible. Hein. Moi, je trouve, par exemple, l'effort de toute cette épopée de la colonisation est très néfaste et très malsaine. Mais ça a soudé, ça a motivé, en France particulièrement, quand ils disaient en 14, nous allons gagner parce que nous sommes les plus forts, parce qu'ils montraient la taille de l'Empire français face à l'Allemagne. Bon, ça motivait les gens. À mon avis, c'est une connerie, hein, c'est gravissime. Mais quand Kennedy disait nous irons sur la Lune, bon, il a été assassiné, donc forcément, il n'a pas vu le truc, mais il n'a pas vu le projet. Mais quand il disait en 1961, nous irons sur la Lune avant la fin de la décennie, donc en 1969, ça motivait les gens. C'était autre chose que je vais gagner de l'argent et puis partir en vacances à Ibiza. C'est ça, oui, mais aussi on va participer, on fait partie de quelque chose de plus grand. Un élan collectif. On a besoin de ça. Rome, j'y étais justement, les empereurs romains fabriquaient des statues colossales, des immenses travaux d'intérêt public. Bien sûr, il y avait les égouts, il y avait l'eau, il y avait plein de choses. Pas l'électricité, mais en tout cas, lorsqu'ils faisaient ces grands stades, les colisées, là, les grands amphithéâtres, il y en a plus de 300 en Europe. Hein. Donc il n'y a pas que le Colisée de Rome, il y a les arènes de Nîmes, il y en a 300 à travers la Méditerranée. Elgem en Tunisie et plein d'autres. Et donc, c'était aussi pour dire, voilà, vous voyez ce qu'on est capable de faire. Soyez fiers de qui vous êtes. Alors qu'aujourd'hui, on te dit, non, tu ne dois pas être fier de qui tu es, et on te dit même, il n'y a pas de culture française. Vous avez un président qui ne comprend rien à sa propre histoire. Bon, voilà, c'est un banquier lui aussi. En plus, il a dû avoir des traumatismes quand il était jeune, donc ça se voit un gros comme une maison. Enfin voilà, mesquine quoi, le pauvre, j'ai presque envie de dire, mais à la fin, s'il nous emmène en guerre parce qu'il est malade mental et que les gens ont voté pour lui, what the fuck, quoi. Il y a un moment où tu gères les mettre, fais quelque chose, quoi. Je sais pas, il y a des asiles pour des gens comme ça, enfin, il faut les soigner, c'est pas grave, il faut pas être méchant. Mais arrêtez, quoi, il faut les arrêter, ces gens. Lui et plein d'autres, hein, la liste est... les Trudeau au Canada, enfin la liste, elle est longue comme le bras. Mais qui sont des exécutants en plus, qui ne sont pas des décideurs. Et les décideurs, il faut les sortir de leur cocon, puis les réveiller un peu en disant, écoute, Coco, c'est sympa que tu aies gagné des milliards, etc., mais c'est quoi cette histoire que tu submerges des pays avec de l'immigration? Je pense à Soros, par exemple, avec sa société ouverte. C'est quoi le projet? Tu essaies de faire quoi exactement? De détruire des économies qui déjà sont difficiles? C'est quoi exactement que tu essayes de faire? Et à un moment, il y a besoin de tribunaux populaires, de justice populaire. On l'a bien fait en Nuremberg avec les nazis en 1946. Je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il faut prendre le contrôle de cette capacité à le faire. Maintenant, moi, je ne crois pas aux États et à leur bien fondé. Ça, c'est mon avis personnel. Mais bon, en Roumanie, à Ceausescu, ils sont bien occupés de lui. Il faut faire des procès équitables. Pour moi, ça, c'est important. Bref, donc... À mon avis, il n'y aura pas de récupération du truc en vol. Parce que même, alors certains ont des thèses sur l'homme providentiel. Ça, c'est une vieille thèse, l'homme ou la femme providentielle. Le type qui apparaît tout d'un coup, avec ou sans moustache, qui dit « moi, je vais gérer les trucs ».
Anthropologiquement, on n'a plus ces gens-là. On n'a plus des gens qui ont fait la guerre, qui sont crédibles. En plus, on est dans une société... voilà, à l'époque, il y avait très peu de médias, donc on était capable de faire monter en crème quoi, une personne pour des raisons Alors que là, X. tu l'as fait monter en crème en 2 jours et tu l'as détruit en 2 autres. C'est fini. Ouais. Ouais, je veux dire... Donc en fait, on est dans une... Il y a cet auteur américain, Bukowski, qui écrivait une phrase que j'ai repris dans mon dernier bouquin parce que je la trouve très drôle. Il disait, je cite approximativement, il disait le monde ne va pas mourir dans l'éclair de lumière d'une guerre nucléaire, il va être enseveli dans un flot de merde. Et c'est assez drôle. Alors, que ça arrive de manière progressive ou que ça arrive de manière brutale, donc on a vu que ça serait plutôt progressif, d'après ce que tu nous dis. Admettons qu'on ait des déficits énergétiques, qu'il y ait moins d'électricité, voire plus d'électricité, moins d'essence, moins de charbon, donc un monde sans énergie, qui est la base de fonctionnement de nos sociétés à l'heure actuelle. Ça va être difficile d'arriver à subvenir à nos besoins fondamentaux. Déjà se nourrir, boire, c'est déjà bien. Il y a eu un modèle qui a été fait sur combien d'hectares un être humain avait besoin pour arriver à subvenir à ses besoins fondamentaux, c'est-à-dire se nourrir, c'est-à-dire faire de la culture fruits et légumes, maraîchère, etc., des céréales et aussi de l'élevage. Et aussi quelques plantes pour la santé, etc. Un être humain a besoin, c'est plus d'un hectare par personne, mais c'est minimum 12 heures par jour, 366 jours par an. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec l'éducation qu'ont reçue nos enfants, on va être capable d'arriver à les faire sortir de la PlayStation pour leur dire, voilà, un tournevis, ça marche comme ça? Mais même la nôtre d'éducation. C'est dur pour nous aussi. C'est certainement extrêmement difficile. Et c'est pour ça que je ne peux pas le souhaiter, parce qu'on est 8 milliards. C'est un problème... Ça va, et la guerre, ça va être rapide. Un problème à 8 milliards d'habitants sur Terre ne se gère pas de la même manière qu'un problème à 1 milliard ou 2, ou à 500 millions, comme le suggéraient les Georgia Guidestones. C'est pas des messages qu'on nous a envoyés comme ça en l'air. Hein. Il y a des suggestions intéressantes qui sont faites parmi ces gens-là. Après, la manière d'y arriver... Donc, ça va être très compliqué. Maintenant, peut-être qu'il y a des éléments que je n'ai pas vus. Et certainement, il y a l'inattendu dans l'histoire, l'imprévu, autant je crois pas aux hommes providentiels, il y a des hommes funestes, hein, il y a des gens qui déclarent des guerres, qui font des conneries, qui croient que ça va bien se passer, puis ça se passe pas bien. Il y en a plein d'événements possibles qui peuvent envenimer les choses. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, de temps en temps, il y a des événements qui sont, somme toute, des bonnes surprises et qui ralentissent le processus pendant quelques temps. L'élection de Trump, quoi qu'on pense du personnage et qu'on le trouve ou pas intéressant, il a en tout cas pas déclaré de guerre pendant 4 ans. C'est un truc... ça arrive jamais aux États-Unis. Ils font des guerres tout le temps. Donc là, pendant 4 ans, bon, ils ont fait 1 ou 2 petits trucs, mais c'est rien. Et encore... on se demande à quel point c'est encore sous le contrôle du président des États-Unis, en tout cas l'exécutif, je pense plus qu'il le maîtrise vraiment. Mais en tout cas, ça a ralenti le processus. Donc on peut avoir des ralentissements, etc. Mais la population, quoi qu'en disent les démographes qui voient une baisse ou une stabilisation autour de 9 milliards en 2050, elle est quand même en massive. Parce que là, on va rajouter... Non, mais c'est 10 milliards en 2050, je crois que c'est 2000... Ça sera un pic, tu penses? Après, ça va régresser, non? Il y aura une espèce d'auto-équilibre. Ça dépend des pays. Clairement, en Europe, chez les populations occidentales ou nord-africaines ou arabes du Moyen-Orient, d'Europe de l'Est et d'Asie, on a une population qui s'est au mieux stabilisée avec zéro croissance, voire une baisse. Après, il y a quelques pays dans la péninsule arabique, comme le Yémen, et l'essentiel de l'Afrique, où ça ne s'est pas stabilisé du tout. Au contraire. Dans un pays de presque 300 millions d'habitants, comme le Nigeria, on est toujours à 6. Peut-être ça a baissé à 5, mais voilà, on est toujours à des taux élevés.
Alors après, voilà, y aura-t-il des ressources, de l'infrastructure, de la capacité à gérer cette croissance gigantesque du continent africain, par exemple? Moi, je crois pas. Je crois que ça va finir en catastrophe. Mais même l'Égypte, ou même l'Arabie Saoudite, d'une autre manière, l'Égypte, ça a dépassé les 100 millions d'habitants. Sur un bout de terre qui ressemble à un string, hein, parce que c'est une ficelle, quoi. C'est le Nil et le delta. Donc quand on voit la carte de l'Égypte, c'est à peu près la surface de la France, à peu près. Mais en réalité, ce qui est habitable, c'est la région de Marseille, quoi. Et le delta du Rhône. Donc 100 millions d'habitants. Donc forcément, c'est une bombe à retardement, ce truc. Bon, une année sans eau, une mauvaise récolte, un changement climatique dû à une éruption volcanique, ça c'est un truc qui est totalement imprévisible et qui n'est pas en plus une catastrophe globale, mais voilà, une mauvaise année avec des mauvaises récoltes au niveau global, une guerre qui, comme par exemple depuis 2 ans, bloque l'exportation de céréales d'Ukraine, parce que c'est des zones, Ukraine-Russie sont des grands producteurs de céréales, vis-à-vis de ces pays, l'Égypte achète énormément de céréales à la Russie et à l'Ukraine. Si ça s'arrête, plus la mauvaise récolte, ils font quoi ces 100 millions de personnes? On peut pas prendre un bateau comme ça et débarquer en Europe ça en 3 jours. Alors, ils font quoi? Ils vont aller en Israël, ils vont aller, ça m'étonnerait, ils vont aller... il y a ensuite, il y a une concaténation d'effets dominos qui peuvent se mettre en place, qui sont difficiles à prévoir et qui peuvent avoir des conséquences néfastes. C'est pour ça que il faut réfléchir, et c'est pour ça que j'ai 2 axes de travail. Le premier, qui était celui depuis 2011, qui est de travailler sur les solutions à titre individuel. Comment est-ce qu'on peut devenir le plus autonome et le plus résilient possible pour faire face? Alors, dis-nous. Alors, quelques axes fondamentaux. On a l'autonomie qui est d'abord sur nos processus physiologiques. On a besoin de boire, donc il faut être autonome en eau, donc, un petit peu. De l'eau potable? De l'eau potable, bien sûr. Donc, par exemple, on va prendre cet exemple-là, est-ce que vous savez récupérer de l'eau quelque part? Si demain, pour une raison quelconque, le robinet ne marche pas, ça peut être pendant un laps de temps très court, parce que... Non, mais imaginons le pire, il n'y en a plus. Alors, il n'y a plus d'eau. Enfin, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de robinet. Il n'y a plus de robinet. Il n'y a plus d'eau, je ne sais pas comment ça serait possible, mais voilà. Donc, est-ce qu'ici, il y a une rivière? Oui. Est-ce que tu sais aller à la rivière? Oui. Mais comme tout le monde a fait caca dedans, est-ce que tu sais purifier cette eau? Et d'abord, est-ce que tu as un récipient pour la ramener à la maison? Ou est-ce que tu vas avec ta bassine pour le pédiluve, parce que tu as que ça chez toi, et que tu dis, je ramène 4 litres d'eau un peu dégueulasse, tu la ramènes à la maison, et puis quoi? Si tu la bois, tu vas avoir un choléra ou un typhus. Hein. Peut-être, ou pas. Mais en tout cas, tu vas avoir... tu vas pas être bien. Au moins la faire bouillir. La faire bouillir, la purifier, c'est suffisant. La filtrer, il y a plein de choses. Est-ce que dans ton premier livre, tu as tous ces conseils là-dessus? Bien sûr. Ensuite, il y a la nourriture. Ensuite, il y a l'énergie pour se chauffer, pour se protéger des intempéries. Ensuite, il y a le soin, comment on se soigne pour les petits bobos. J'ai mon sac de voyage qui est là. Il y a quand même une petite trousse médicale avec de quoi traiter. Je vais jusqu'au garrot. Après, je ne vais pas soigner quelqu'un qui a un cancer et je ne vais pas soigner quelqu'un qui a un membre arraché. Mais je peux en tout cas stabiliser le membre arraché pendant 15 minutes. Tu peux sauver une vie, quoi. Donc quelqu'un qui a un gros saignement, je peux le sauver pendant 2-3 heures, jusqu'à ce que quelqu'un vienne me l'aider. Mais aujourd'hui, je suis en voyage. Si demain, je suis dans ma ferme et qu'il y a quelqu'un qui s'arrache un membre, tant pis pour lui. Je dis, ça, je ne peux pas faire. Mais comment réfléchir sur les soins, la santé, préventivement, éventuellement, surtout. Ensuite, il y a la culture et la connaissance. De quoi avons-nous besoin? Quelles sont les compétences que nous pouvons apprendre à côté de votre métier? Vous êtes commerçant, vous êtes avocat. On est dans le tertiaire, en gros. Hein. Mais à côté, est-ce que vous ne voulez pas développer un petit métier c'est notre cas. Moi, je suis dans le marketing. Je ne sais pas faire pousser des plantes, m'occuper des poules, etc. J'ai dû apprendre. Et on apprend. Alors, certes, on apprend. C'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. Par contre, ça demande de l'expérience et beaucoup d'observation. Et probablement entre 5 à 10 ans de pratique pour être bien, quoi. Mais ça va. Bon, mieux vaut commencer tout de suite que dans 10 ans. La question que je rêvais de te poser, vas-y. Est-ce que la poule est l'avenir de l'humanité? Parce que la poule, c'est un concept extraordinaire. Tu vois? C'est un animal... Alors, en situation de crise... C'est génial, la poule. Une poule te fait un œuf par jour. Oui. Tu as 10 poules, tu es presque autonome.
J'ai envie de répondre par une boutade d'abord, c'est-à-dire qu'en situation de crise, c'est pour ça que j'ai écrit un livre sur les femmes. Les femmes... C'est quoi le rapport avec les poules? En situation de crise, c'est que en situation de crise dure, et dans les pays pauvres, malheureusement, ce que j'ai pu constater, je ne sais pas si la poule est l'avenir de l'homme, mais la poule est l'avenir du métier de la femme si les crises sont longues et dures. Parce que les femmes s'occupent des poules. Mesdames, aidez vos hommes et trouvez des hommes qui vous aident à faire en sorte qu'en cas de crise, vous n'allez pas devenir une poule. Voilà. Poule étant... Ok, maintenant, sur les poules, les volailles. Parce que les femmes féministes... juste parce que les femmes féministes fortes et indépendantes, ça va jusqu'à ce que... Ça fonctionne quand le monde est civilisé et stable. Quand c'est plus le cas... Il n'y a plus de... Oui, non, mais respect, MeToo, balance ton porc. C'est fini. Malheureusement, moi je le regrette. On a vu Daesh en Syrie, esclaves sexuels, trafic, vente de femmes sur les marchés. Enfin... Bon, je reviens en volaille. On en revient en volaille. Alors, quand j'ai pris quand j'ai acheté ma ferme, je l'ai retapé, etc., on avait un petit poulailler et on a commencé avec des poules. 2 fois de suite, elles ont été bouffées par les renards. Donc je me suis énervé, donc j'ai déclaré la guerre aux renards. Alors on a rasé tout l'ancien poulailler pour en faire un champ supplémentaire pour éventuellement du potager. Pour l'instant c'est de la prairie, parce que le voisin qui a des moutons, il vient tondre avec les moutons justement, qui viennent se nourrir sur ma prairie. Et dans un coin de la grange, on l'a reconstitué, on a remis toutes sortes on a bétonné, on a fait un poulailler externe et interne. De luxe, hein. Tout le monde se dit... mais 3 étoiles. On aurait pu louer ça comme appartement, c'est un spa pool, en fait. Non, c'est un truc... En plus, on a découvert qu'il y avait des poutres un peu pourries qu'on a dû remplacer, donc ça m'a coûté super cher à la fin, ce poulailler. Ils vont être à prix d'or, les œufs. Mais maintenant, j'ai un super poulailler qui fonctionne. Donc, cette année, je voyage trop du fait de la sortie de mon dernier bouquin. Peut-être l'année prochaine, je vais commencer à reprendre des poules. En plus, il y a un truc avec panneaux solaires pour que la porte entre le poulailler interne et externe s'ouvre automatiquement. Il suffit d'appuyer sur un truc. Il n'y a pas de batterie, il n'y a rien. Enfin, il y a une petite batterie, mais ça fonctionne automatiquement. C'est génial. Tu peux mettre ton stock de grains parce qu'il y a des systèmes qui c'est automatique, mais par gravité. Pareil pour l'eau, etc. Donc, tu peux même gérer tes poules si tu es absent 3-4 jours. Ça se gère tout seul. Et j'ai des pièges à renards en plus, mais normalement, on n'a pas le droit de les utiliser. Mais on verra. Ouais, en tout cas... Quand on sera là, à mon avis, la loi... Voilà, pour l'instant, ça va. Alors, on doit aussi faire attention aux faucons, enfin, comment ça s'appelle Et puis, il y a un truc important, c'est que les poules, il faut les nourrir. Il faut les nourrir. Donc, c'est du blé. Alors, il y a des céréales, il y a du blé. Alors, partie, tu peux le stocker, mais... Il faut le produire, déjà. Enfin, si c'est pas toi, c'est le voisin avec qui tu fais du troc. Les poules, elles bouffent des petites souris, elles bouffent tes restes alimentaires en partie. Mais après, c'est une question, tes restes alimentaires, pour l'instant, ils finissent en compost. Donc, si je ne dois plus l'utiliser pour le compost et je les donne aux poulets, les restes de légumes, comme ça, moins de compost. Le compost, j'en ai vraiment besoin parce que c'est génial de composter ça. Je pense qu'en allant vite, une poule par an, il lui faut 40 à 50 kilos de blé. Ouais, ça me paraît minimum. Ça me paraît pas mal. Tu vois, nous, après, peut-être plus même. La poule, c'est fiante, tu les utilises dans le marché. Pas la première année, parce qu'elles sont trop fortes, elles te crament tout. Ouais, il faut les diluer, c'est vrai. Donc tu vois, en fait, tout ça qui sont des petits détails, si ça se fait progressivement, on aura le temps de s'adapter. Encore faut-il qu'on puisse transmettre, en fait, ça aux générations futures et surtout les intéresser. Transmettre, on voudra bien, mais il va falloir les intéresser. C'est pas évident qu'ils veuillent, hein, tu vois. Les enfants, pas Pierrot, beaucoup. Si ça se passe d'une manière brutale, ça va aller très vite. C'est 48 heures. Tu as lu le livre de René Barjavel, Ravage ? Bien sûr. Voilà. Ah oui. Bon, alors, c'est de la science-fiction. C'est extrême. Oui, mais bon. C'est marrant, mais il y a cette scène où ils attrapent un poulet, puis ils essaient de le cuire. Puis en fait, ils l'ont même pas plumé, même pas vidé. Puis ils disent, mais c'est dégueulasse, un poulet. Bah oui, c'est parce qu'ils savent pas faire. Elle était marrante, cette scène, dans ce livre. Et oui, on doit apprendre. Et il vaut mieux le faire tout de suite.